Voilà, je suis ravi de vous accueillir si nombreux pour vous parler de ma passion qui est une passion à titre individuel, personnel, mais aussi professionnel puisque c'est devenu mon métier. Et cette passion consiste à aller retrouver son enfant intérieur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuel, je suis psychopraticien d'inspiration jungienne. Je suis donc le spécialiste en France du travail sur l'enfant intérieur avec mon épouse. Nous avons co-créé tous les deux la méthode Cœur d'enfant, qui est une méthode d'accompagnement psychothérapeutique, aussi bien en individuel qu'en groupe, en couple ou en famille, pour se réconcilier avec son enfant intérieur. Je suis dans la lignée des travaux d'Alice Miller ou de John Bradshaw et je suis également formateur, superviseur, conférencier puisque je suis ici, auteur de plusieurs livres traduits en plusieurs langues, dont voici un petit échantillon et dont voici le dernier bébé, notre dernier bébé, Rituel de l'enfant intérieur. Et puis, je suis également auteur d'un CD. Voilà, il y a un CD dans le livre, dans notre dernier livre, mais il y a aussi un CD. On a créé un CD de pratique sur l'enfant intérieur. Et vous voyez l'oracle aussi qui est magnifique, mais là, il est à l'envers. Alors, je vais le retourner, ce sera mieux. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? Oui, ben moi j'adore. Puis je pense que notre enfant intérieur adore les histoires. C'est une histoire en plus très ancienne. Elle date, je pense, j'ai un petit souvenir, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'elle date du 8e siècle. Alors cette histoire est une légende celte. Et cette légende rapporte qu'il y a très très longtemps, un pêcheur désespérait de trouver sa nourriture dans des eaux autrefois fécondes. Las, il jeta une dernière fois son filet dans les eaux, en rêvant de poissons bien charnus. Et d'un seul coup, son filet devint lourd. Alors, ravi, il jeta ses dernières forces dans la bataille, et il retira son filet. Cela lui demanda beaucoup d'efforts. Et lorsque le filet émergea, il fut dans un premier temps fort déçu. À l'intérieur de son piège se trouvait un enfant, un tout petit enfant recroquevillé sur lui-même. En ouvrant les yeux, cet enfant lui dit: aucun homme ne voit ce qui le soutient vraiment. Aussi petit et aussi faible que je sois, sur la rive balayée par l'écume de l'océan, au jour de ta peine, je te serai bien plus utile que 300 saumons. Cette légende non seulement éclaire l'existence de l'enfant qui continue à vivre en nous, mais elle nous rappelle aussi une chose formidable, c'est que le retrouvaille avec notre être enfantin est la source d'une résilience incroyable. Alors comment ramener cet enfant avec nous et surtout prendre soin de lui? Eh bien c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Et pour cela, je vais d'abord débuter par vous expliquer un petit peu ce qu'est l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, eh bien ça, c'est une expérience, et c'est une expérience que nous avons tous et toutes fait ici. C'est l'expérience enfantine. Nous avons tous été un enfant. Et ça, c'est déjà un point commun. Ça peut vous sembler bateau ce que je vous dis, mais c'est loin de l'être, vous allez voir. Et cette expérience enfantine, eh bien, elle renvoie au petit être humain que nous étions, avec ses joies, ses peines, ses élans. Mais l'enfant intérieur, c'est aussi une métaphore de nos besoins fondamentaux, de nos besoins relationnels, car nous sommes des êtres de lien, et aussi de nos pouvoirs créatifs. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez perdu le contact avec nombre de vos ressources, qui enfant s'exprimaient naturellement. Alors cet enfant, eh bien, il est toujours présent en chaque adulte, quel que soit notre âge. Et il est présent dans toute son immédiateté et dans toute sa vivacité. Et cet enfant intérieur, eh bien, il se présente sous différents âges en nous. Parce qu'on a été enfant et on a vécu différents stades dans notre développement. Mais quels que soient les âges de notre enfant, il se présente toujours sous deux visages. Il y a d'une part notre enfant blessé. Cet enfant, c'est l'expérience de l'enfant que nous étions qui a eu mal. Et puis, il y a aussi l'enfant doué. C'est l'enfant en nous qui exprimait naturellement tant de dons, tant de capacités, tant d'élan créatif. Et ces deux visages, l'enfant
triste et l'enfant blessé sont indissociables. L'enfant triste et blessé, c'est un enfant, et l'enfant doué et créatif sont indissociables. Et cette double nature psychique de l'enfant en nous est bien souvent source de nombreuses méprises. Parce que bon nombre de personnes pensent que c'est leur enfant blessé qui leur gâche la vie. Petit sondage, quels sont ceux qui parmi vous pensent que c'est leur enfant blessé qui gâche leur vie d'adulte? N'ayez pas peur, c'est très courant. Bah oui, je vous comprends. Bah je vous comprends. C'est ce qu'on nous fait croire. Bien sûr, on nous fait croire que notre enfant blessé nous gâche la vie. Eh bien, il n'en est rien. Ouais, déjà, vous avez un scoop, vous. Bah, déjà, c'est un scoop. Vous avez eu raison de venir, vous avez vu? Vous pouvez déjà partir, presque. Non, restez, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Et donc, l'enfant intérieur, c'est le cœur vulnérable et sensible de notre être. Et ce cœur sensible et vulnérable, eh bien, il nous appelle à contacter une vérité, la vérité de notre enfant intérieur. Et en tant qu'adulte, nous avons beaucoup de mal à accueillir cette vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne ressemble pas à notre manière de fonctionner quotidiennement en tant qu'adulte. Cette vérité, c'est une vérité subjective, sensitive, elle est dans notre corps, émotionnelle, elle est dans notre corps, et imaginative, elle est dans notre monde intérieur. Et donc cette vérité émotionnelle, sensitive, imaginative, forcément subjective, a besoin d'être intégrée par l'adulte que nous sommes. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous voulez retrouver votre enfant intérieur. Oui. Et en fait, si nous sommes tous là, c'est que tous, plus ou moins, nous refoulons l'enfant en nous. Nous le rejetons d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que nous refoulons l'enfant en nous? Eh bien parce que nous sommes habitués à penser que cet enfant est la cause de nos difficultés. Nous pensons qu'il est responsable de notre souffrance. Alors vous imaginez, on veut le retrouver, mais quelque part, pour lui dire, faut arrêter ton cirque là. Moi je souffre et c'est de ta faute. Je ne sais pas, si vous étiez un enfant et que quelqu'un venait vous dire, écoute, c'est à cause de toi que ma vie est gâchée, vous seriez un peu mal en tant qu'enfant. Mais c'est ce que nous faisons. Je me rappelle un homme, un jour, il vient vers moi et puis il me dit, mon père me frappait. Mais franchement, j'étais insupportable. Un véritable enfant sauvage. Une autre femme me témoignait, dans l'enfance, qu'est-ce que je pouvais être égoïste. Mon Dieu. Ma mère ne s'occupait pas de moi, mais la pauvre, elle ne pouvait pas. On était 8 enfants. Oh, quand même, je me rends compte combien j'étais égoïste. J'aurais pu beaucoup plus l'aider que je ne l'ai fait. Ces témoignages montrent un refoulement et un déni de notre vérité d'enfant. Pourquoi? Parce que sans même nous en rendre compte, nous abordons notre vécu de l'enfance du point de vue de l'adulte. Cet homme est dans le déni. Il ne veut pas reconnaître que la violence, quelle que soit sa forme, est inacceptable. Elle endommage notre cerveau d'enfant et handicape profondément nos capacités empathiques et de lien avec l'autre, nos capacités empathiques et affectives. Cette femme qui avait été déjà mise dans un rôle de s'occuper de ses frères et sœurs tout petites est dans une forme de déni aussi. Est-ce la place d'un enfant de jouer au grand, d'avoir des responsabilités que sa mère n'assume pas? Bien sûr que non. Donc vous voyez que le travail sur l'enfant intérieur nécessite que nous acceptions d'aborder notre histoire du point de vue de l'enfant que nous étions et non du point de vue de l'adulte. Et ça reste encore aujourd'hui très transgressif et révolutionnaire. Nombre d'approches soi-disant thérapeutiques oublient cela. Vous pouvez faire une psychanalyse pendant 40 ans et aborder les choses que toujours du point de vue de l'adulte. C'est une hérésie. Notre enfant est toujours vivant. Et il essaye, par notre corps, par nos sensations, de communiquer avec nous. Alors ce déni de l'enfant aussi, il est culturel, il est sociétal, il est universel. Dans notre formation professionnelle, il y a un passage qui effraie tous les gens. C'est le passage de la psychohistoire. Nous faisons la psychohistoire du lien à l'enfant. C'est un véritable carnage. Depuis l'Antiquité, l'enfant est traité des pires manières. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans bon nombre d'endroits, y compris chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons une perception mystifiée, erronée de ce qu'est la vie enfantine. L'enfant n'est pas immature. L'enfant n'est pas puéril. L'enfant n'est pas un sous-palier de l'adulte. Non.
L'enfant est un être de lien et de besoin. Et sa fragilité s'explique parce que cet être de lien et de besoin a besoin de grandes personnes autour de lui pour l'accompagner à grandir et à s'épanouir. Et donc aujourd'hui, cet enfant en vous, eh bien, il a besoin de vous. Il a besoin donc que vous arrêtiez, même sans parfois vous en rendre compte, de le traiter moins que rien et de considérer qu'il est la part la plus essentielle de votre vie, une part sensible et vulnérable. Et donc, on ne peut pas faire un travail sur l'enfant intérieur en continuant à lui imputer la responsabilité de ce qu'on a vécu enfant. C'est inacceptable. Il y a une forme complètement délirante aujourd'hui, pseudo-thérapeutique, de dire cela. Une femme un jour arrive et me dit « J'ai été violée dans l'enfance ». Et je suis allé voir une thérapeute, je mets des guillemets, qui m'a dit que mon âme l'avait choisie. Je lui ai dit « Alors dites à votre enfant intérieur qu'elle a été abusée sexuellement parce qu'elle l'avait choisie ». Elle est tombée en pleurs. Ça lui était impossible. Parce que n'importe quel être humain connecté à son cœur ne peut pas dire à un enfant « Tu vois, tu as abusé sexuellement, mais c'est parce que tu l'as choisi ». C'est inacceptable d'entendre des horreurs pareilles. À quel moment allons-nous nous réveiller et considérer enfin qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi au sujet de notre partie la plus sensible et la plus vulnérable? Sous des pseudo-termes spiritualos, je ne sais quoi. C'est inacceptable. Et l'indignation que nous devons éveiller en chacun de nous, c'est celle de dire on ne peut pas continuer à maltraiter l'enfant extérieur ou l'enfant qui est en nous. Le psycho-historien Lloyd de Maos a fait des recherches et a démontré que la façon dont les civilisations évoluaient dépendait de la manière dont elles traitaient leurs enfants. À mon sens, ça n'appartient qu'à ma perception, nous sommes au bout du rouleau. Nous allons droit dans le mur. Il est temps de révolutionner notre façon de penser, notre façon d'agir et notre façon d'être dans ce monde. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre à avancer plus loin si nous ne considérons pas le vivant, le sensible et le vulnérable sous toutes ses formes, que ce soit celle de l'enfant en nous, des enfants merveilleux qui nous entourent, mais aussi bien sûr des animaux et de notre planète, la Terre. Alors, je vous propose un instant de fermer les yeux. Voilà, vous allez prendre de grandes respirations tranquillement. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Je vous le demande simplement. Qui pleurera pour l'enfant seul? Qui pleurera pour l'enfant qui a eu mal? Qui pleurera pour l'enfant non désiré, mal aimé? Qui pleurera pour l'enfant écrasé sous le fardeau des exigences? Qui pleurera pour l'enfant en toi? Qui pleurera pour l'enfant en toi? Si tu ne le fais pas, personne ne viendra le délivrer de son exil. Il t'attend. Voilà, je te propose à nouveau de prendre de grandes respirations. Tu inspires profondément et tu expires profondément. Et quand tu le sentiras, tu pourras ouvrir à nouveau tout doucement les yeux. Notre monde manque de soins. De soins vis-à-vis de ce vulnérable, de ce sensible. Et donc, prendre soin de son enfant intérieur est essentiel.
Et avant de vous parler de 2 soins essentiels que nous avons tous à apprendre encore et encore davantage et à apporter à notre être enfantin, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est le soin. Alors le soin, eh bien, s'appuie justement sur la prise en compte de notre vulnérabilité. Et quand on prend en compte sa vulnérabilité, on commence déjà à modifier sa vie. Parce que si vous vous savez fragile, aujourd'hui, là, tel que vous êtes adulte, vous allez hésiter à faire certaines expériences. Vous allez hésiter à vous engager dans certaines relations dont vous sentez qu'elles vous font mal. Nous ne sommes pas sur terre pour avoir mal. Il n'y a aucune raison que nous souffrions dans notre vie. La vie est déjà souffrance. Nous allons tous souffrir parce qu'il y a des choses inévitables qui font mal. Le deuil, la maladie, la mort. Bon, ça fait mal, après on s'en souvient plus, mais sur le coup, c'est pas drôle. Donc nous allons forcément avoir mal. Alors dans notre vie, l'une des clés du bonheur, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui peut nous faire mal. Et le but de la thérapie par l'enfant intérieur, de prendre soin de son enfant intérieur, c'est d'apprendre à devenir suffisamment solide pour se permettre d'être vulnérable. Je comprends parfaitement que nombre d'entre vous continuent à jouer les forts. Vous avez été obligés de vous fortifier pour grandir. Vous avez été obligés de vous fortifier pour survivre. Mais moi, je ne vous parle pas de survie. Je vous parle de vie. Et si vous voulez vivre, si vous voulez sentir cette énergie vivante et vibrante qui fait que vous vous réveillez le matin avec le sourire et que quoi qu'il arrive, vous savez que fondamentalement, la vie est une bonne mère pour vous et que vous êtes l'enfant sacré de la vie, alors vous allez apprendre à devenir suffisamment solide en lien avec vous pour vous autoriser à être vulnérable. Il est écrit dans le Tao Te Ching qui garde sa faiblesse est fort. Alors, cela nous amène à 2 soins fondamentaux. Le premier soin, cela ne va pas vous étonner, c'est le soin de l'amour. Je prends un petit coup de rhum. Un bébé n'a aucune idée préconçue sur ce qu'est l'amour. Il le vit, il le ressent, dans chacune de ses cellules. C'est une évidence. Et chaque fois qu'il est accueilli par un sourire, une caresse, qu'il est pris dans les bras et qu'il est choyé, le bébé se sent aimé. Son corps lui informe qu'il est choyé et aimé. L'amour est déjà vécu et ne peut être vécu par ces sensations dans votre corps. Et pour l'enfant, l'amour n'est pas un sentiment, comme chez l'adulte parfois. Non, c'est une émotion, l'émotion suprême on pourrait dire. Et comment la définir? Eh bien ce sont des micro-moments de joie, de bien-être et de chaleur, partagés avec l'adulte qui nous entoure. Et cela, on le sait aujourd'hui, influe sur la santé psychique du bébé, mais aussi sur sa santé physique. On sait très bien qu'un enfant qui n'est pas choyé, qui ne reçoit pas d'amour, finit par mourir. Donc, cet amour, il est essentiel pour nous, enfants, bien sûr pour nous adultes aussi. Mais pour l'enfant, parce qu'aussi, à chaque fois que ces micro-moments de partage, de chaleur et de joie arrivent, eh bien cela remplit son réservoir affectif. Et plus l'enfant vit ces micro-moments d'amour, et plus son réservoir affectif est comblé. Et lorsque ce réservoir affectif est comblé régulièrement, eh bien l'enfant va plus facilement traverser certaines difficultés. Il aura plus de facilité à être accompagné dans ses émotions. Il aura plus de facilité aussi, tout simplement, à dépasser les difficultés inhérentes à la vie qu'il va rencontrer. Vous savez quoi? On est pareil en tant qu'adulte. On a un réservoir affectif qui est connecté à notre enfant intérieur. Et si ce réservoir affectif est plat, comme on est grand, on croit qu'on supporte beaucoup et qu'on va quand même supporter, on en prend plein la gueule et on continue. Allez, on y va, je vais y arriver. Mais à l'intérieur, pas du tout. À l'intérieur, c'est... Et après, les gens s'étonnent. Oh, j'ai plus de confiance en moi, je n'ai plus aucune estime de moi. Forcément. Parce que, comme ce processus d'adaptation nous fait croire que nous sommes forts, nous n'écoutons pas l'état de notre réservoir affectif. Et nous y allons droit. Souvent droit dans le mur. Alors, l'amour, eh bien cet amour, eh bien, lorsque le lien avec le parent est suffisamment nourrissant, l'enfant sait naturellement ce qu'est l'amour.
Mais à chaque fois que ce lien est trop appauvri avec son parent, ou la personne qui s'occupe de lui, ou que ce lien est trop déficient, l'enfant ressent une blessure fondamentale. C'est la première blessure, c'est celle du manque d'amour. Et souvent, on oublie de dire une chose fondamentale. Ce qui est plus blessant pour l'enfant, ça n'est pas la déficience qui fait qu'il ne reçoit pas assez. Il y a beaucoup plus cruel que l'on peut infliger à un enfant. Vous savez ce que c'est? C'est de refuser son amour. Lorsqu'un enfant aimant ressent que son amour n'est pas reçu par son parent, qu'il n'arrive pas à aboutir et à connecter le cœur de la grande personne ou du parent, alors l'enfant le vit comme une véritable blessure, comme une véritable violence. Et ce manque d'amour, nous l'entretenons en nous. Je vous disais tout à l'heure que notre enfant blessé n'est pas la cause de nos dysfonctionnements d'adultes ou de notre mal-être. Non, c'est le refoulement de l'enfant blessé. Cet enfant blessé en nous, qui manque d'amour, a besoin de nouvelles réponses. Il a besoin que l'adulte que nous sommes venions vers lui et lui apportions ce dont il a besoin. Donc, ça n'est pas l'enfant blessé qui gâche notre vie, mais le refoulement de cet enfant blessé. On est tous d'accord ici pour dire que franchement, sur le programme, voir marqué « Vous allez aller rencontrer votre enfant blessé », c'est pas très vendeur. C'est pas très funny. Ça nous fait peur. Nous avons peur de revivre notre souffrance d'enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'enfant, nous n'étions pas capables de faire face à ce niveau parfois de douleur ou de souffrance. Alors nous avons refoulé une grande partie de notre vécu. Mais cela signifie aussi que du coup, en tant qu'adultes, nous pensons que nous ne pouvons pas traverser notre souffrance d'enfant. Il n'en est rien. En 30 ans de travail, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'arrivait pas à traverser sa souffrance d'enfant. D'abord, nous ne la revivons jamais complètement. Le but est évidemment pas de revivre exactement ce qu'on a vécu enfant. Si c'est insupportable, ça n'est pas la peine de créer des conditions pour revivre l'insupportable. Ça n'a pas de sens. Mais dans votre corps, il y a une mémoire suffisante de ces blessures pour que vous puissiez pleurer avec votre enfant intérieur. Une femme un jour m'a dit, des années après, elle m'a dit « Tout a changé pour moi au bout de la 3e séance que j'ai fait avec vous. » Et je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Je parlais de mon histoire, je parlais de ce que la petite en moi avait vécu. Elle avait été très maltraitée, elle avait été abusée sexuellement. Et je vous ai vu pleurer. » Vous voir pleurer a généré en moi un sentiment profond. Enfin la petite que j'étais est face à un témoin lucide et bienveillant. Quelqu'un reconnaît sa souffrance. Pleurer avec l'enfant est essentiel. Un thérapeute a le devoir de le faire. On sait aujourd'hui, j'ai rencontré il y a quelques années quelqu'un, un scientifique qui a fait ses études, on sait aujourd'hui que lorsqu'un thérapeute pleure avec son patient, pleure pour reconnaître sa souffrance légitime, cela crée des modifications impressionnantes au niveau de son cerveau. Et vous-même, vous avez besoin d'apprendre à pleurer avec votre enfant intérieur. Alors, je vous propose à nouveau de fermer les yeux quelques instants. Vous prenez à nouveau de grandes respirations. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Tu inspires profondément et tu expires tranquillement. Observe à l'intérieur de toi. De quelle manière es-tu en contact avec toi-même? Comment te parles-tu à toi-même? Quelles paroles, quels mots, quel ton de voix utilises-tu en te parlant? Es-tu doux, patient et bienveillant? Ou au contraire, es-tu plutôt exigeant, sévère ou jugeant? Regarde aussi les histoires que tu te répètes à toi-même. Est-ce que ce sont des histoires qui te redonnent de l'espoir, qui
qui ouvre ton cœur? Ou au contraire, est-ce que ce sont des histoires sombres qui t'engloutissent? Imagine à présent que c'est un enfant à qui tu t'adresses à chaque fois que tu te parles à toi-même. C'est lui, c'est bien un enfant qui entend tout cela. Comment cet enfant perçoit-il ce lien que tu lui proposes? Que ressent-il? Imagine maintenant qu'il apparaît devant toi. Regarde-le. Quel âge a-t-il? De quelle couleur sont ses yeux, ses cheveux? Comment est-il habillé? Demande-lui et accepte sa réponse. Demande-lui: comment vis-tu ce lien que je te propose trop régulièrement? Quelle que soit sa réponse, ouvre-lui les bras. Voilà, prends le petit et la petite en toi, prends-le dans tes bras. Dis-lui: tout va bien, c'est fini, je suis là. Répète-lui encore: tout va bien, c'est fini, je suis là. Reprends contact avec ta respiration. Tu inspires à nouveau profondément et tu expires tranquillement. Voilà, et tout doucement, tu vas ouvrir les yeux quand tu le sentiras. Plus nous nous coupons de l'amour que nous avons besoin d'éprouver pour l'enfant en nous, et que l'enfant en nous a besoin de recevoir pour combler son réservoir affectif, et plus nous vivons avec des représentations du monde, c'est-à-dire des représentations de ce que nous sommes, de ce qu'est l'autre ou de ce qu'est la relation, et bien des représentations mystifiées, erronées, figées. L'une des croyances qui peut appartenir et qui est très très commune, qui peut appartenir à ces représentations, à ces croyances que nous entretenons sur nous-mêmes, c'est profondément: je ne suis pas digne d'être aimé. Cette croyance vient du fait qu'enfant, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout pour avoir le sentiment d'être aimé et d'exister, même à nous faire charcuter, même à accepter l'impensable, même si notre corps nous dit que c'est horrible, que nous avons peur, que nous sommes effrayés, que nous sentons du dégoût en nous, ou même beaucoup de colère. Alors, cet amour que vous n'avez pas eu, enfant, eh bien ne vous attend pas. Il est absent, il le sera pour toujours. Mais vous pouvez, grâce à la thérapie par l'enfant intérieur, apprendre à aimer votre enfant intérieur. Et ainsi, vous allez fondamentalement guérir cet enfant. Il n'est pas obligé de rester au fond de l'eau, dans des profondeurs où il manque d'amour et où il est au froid et dans l'obscurité. Cet enfant a besoin de sortir de l'exil. Il a besoin que vous le rameniez à la lumière. Il a besoin d'entendre régulièrement: petit, petite, tu es digne d'amour. Faites-le avec votre prénom. Tu t'appelles comment? Sylvia. Sylvia, qu'elle se répète encore et encore: petite Sylvia, tu es digne d'amour. Je t'aime telle que tu es. Voilà, avec votre prénom, répétez sans cesse à votre enfant intérieur combien il est sacré, combien il est important pour vous. Bien sûr, nous n'arrivons pas toujours à être connectés à notre enfant. Alors bien sûr, parfois c'est un peu mécanique ou un peu coupé, mais ça n'est pas grave. Cette intention, si elle demeure bien présente en vous, finira par faire fleurir des fleurs et aboutir à des fruits.
J'aimerais maintenant vous parler d'un autre soin, c'est le soin de la confiance. L'enfant, naturellement, a confiance en les grandes personnes. Et il se livre entièrement aux grandes personnes. Il a confiance en elles parce qu'il sait, ou il pense et il ressent qu'elles vont pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Sa fragilité nécessite de bons parents, de bonnes personnes adultes pour l'accompagner. Des personnes empathiques, bienveillantes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais il n'empêche que l'enfant a confiance. Et sa confiance aussi est incroyable, parce que cette confiance fait aussi qu'il a une incroyable spontanéité. Qui peut le dire ? Il dit ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et avec parfois une acuité incroyable. Ma sœur me racontait, j'ai une nièce qui s'appelle Raphaël, elle me racontait il y a quelque temps, enfin il y a déjà pas mal d'années, maintenant elle a 18 ans, c'était quand elle avait 8 ans, vous voyez, ça passe vite. Et donc, elle me racontait que quand sa fille Raphaël, sa petite fille avait 8 ans, elle était avec une amie. Ma sœur a des soucis de codépendance affective. Et elle parlait avec son amie, et elle parlait de son compagnon. Et elle disait, tu comprends, je l'aime, mais lui ne m'aime pas, mais je suis sûre qu'avec l'amour, je vais le sauver. Bon, le laïus classique des codépendants. Certains se reconnaissent. Bon. Et sa petite fille était là. Et sa petite fille n'avait pas l'air du tout d'écouter. Elle était en train de jouer, etc. Et puis à un moment, sa petite fille fait... Maman, arrête! Alors ma sœur est interloquée, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête de dire n'importe quoi! Tu sais bien que c'est pas de l'amour! Et hop, elle repart et elle joue. Cette sagesse intuitive de l'enfant est liée à sa confiance. Il peut livrer naturellement ce qui se passe pour lui. Et il a une acuité incroyable, parce que c'est organique. Comprenez bien, l'enfant sait pertinemment ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas. Bien sûr, si l'enfant s'adapte trop, il perd ce savoir. Lorsque j'étais enfant, à l'adolescent, quand j'ai été à l'âge de 18 ans, à 18 ans, j'étais très sûr de moi. Moi, j'ai été aimé. Mes parents m'avaient raconté combien j'avais été désiré. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils avaient commencé une adoption. Et lorsque ils ont reçu le papier d'adoption, ma mère est tombée enceinte. J'étais un miracle. On accueille un miracle en l'appelant Emmanuel. Dieu est parmi nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à peine lourd comme charge, ça commence bien. Mais, adolescent, je me dis, moi j'ai été aimé, tout ça, j'ai été désiré, tout va bien. Bon, j'étais quand même conscient qu'il y avait eu des moments plus ou moins difficiles quand même, pas très drôles, mais globalement, pas de soucis. Et puis, je commence ma première psychothérapie, ce qui était déjà un mauvais signe, objectivement. Et pourquoi? Parce que je me disais, j'avais le sentiment, mais profond, ancré en moi, que j'allais devenir un adulte mort-vivant. Bon, j'allais vivre, oui, mais enfin, à côté de moi-même. Donc, je me lance dans ma première psychothérapie, et une image me hantait, retrouver l'enfant en moi. À l'époque, on ne parlait pas d'enfant intérieur, c'était pas connu en France. Et donc, moi, je disais, il faut que je retrouve ce petit Emmanuel, parce que j'avais quand même des images de moi ludiques, joyeux, spontanées, ce que j'étais, mais alors carrément plus à 18 ans, je ne veux pas vous le mimer, mais bon. Et donc, voilà, je commence ma première psychothérapie. Et je me souviens un jour, lors d'une visualisation, d'une méditation, il y a un petit Emmanuel qui m'apparaît. Il est assez petit, 7 ans, 6-7 ans, et puis il m'apparaît, mais très sûr de lui, vous voyez. Il m'apparaît, puis il me dit, je suis un enfant battu. Alors moi, c'est un choc. Je dis, pardon, j'ai pas compris. Il me dit, je suis un enfant battu. Tu l'as pas oublié, j'espère. Je suis un enfant battu. Je sors de ce rêve éveillé, de cette visualisation. Quoi? Non, je suis pas un enfant battu. Enfin, c'est n'importe quoi. Je vais voir la thérapeute. Non, mais alors attends, j'ai fait un rêve, c'est du grand n'importe quoi. Mon enfant intérieur me dit que je suis un enfant battu. La thérapeute, pleine de sollicitude et de bienveillance, me dit tu sais, Emmanuel, peut-être que tu devrais écouter ce qui se passe en toi. Et là, une fois que j'étais plus trop en résistance, j'ai senti qu'en moi, en effet, à l'intérieur du ventre, c'était pas très agréable. Et alors, d'un seul coup, m'est revenu un souvenir. Et ce souvenir me semblait tellement brumeux que pour en avoir la confirmation, j'ai demandé à mes parents. Et mes parents ont bien confirmé que cet épisode avait eu lieu. Je me souvenais qu'enfant, je disais que j'étais un enfant battu. Donc j'ai demandé à mes parents, je dis, il me revient en mémoire le fait que des fois, je disais que j'étais un enfant battu. Et mon père et ma mère me disent, ah oui, ça a duré 1 année. Je dis, ah bon? Pendant 1 année, on n'a jamais compris pourquoi tu as fait ça, ils me disent. Et en effet, l'histoire est que vers 6-7 ans, pendant 1 année, dès que mes parents me présentaient à des gens, je disais « Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis un enfant battu. » Tout le temps.
Au début, mes parents étaient gênés. Après, ils étaient habitués. Ils ne savaient pas d'où ça venait, donc voilà. Puis moi, visiblement, au bout d'une année où personne ne semblait réagir à mes propos, j'ai fini par lâcher l'affaire. Et je n'en ai plus parlé. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte qu'en réalité, enfant, j'avais vécu ce qu'on appelle une violence éducative ordinaire. Ma mère, régulièrement, rarement il est vrai, mais régulièrement, entrait dans des colères monumentales et elle me fessait, encore et encore. Mon père m'a confirmé que parfois ces scènes étaient tellement violentes qu'il est intervenu pour l'arrêter, tellement il avait peur qu'elle me tue. Et je n'ai pas le souvenir de ces événements. Pourquoi? Parce qu'ils ont été traumatiques. Marie-France, quand je l'ai rencontrée à 18 ans, me faisait remarquer que lorsque quelqu'un arrivait vers moi trop vite ou me parlait violemment, je faisais ça. Je levais la main. Il restait dans mon corps des traces de stress post-traumatique. J'ai peut-être été battue dans mon enfance une dizaine de fois dans toute mon enfance. Mais pour l'être sensible et vulnérable que j'étais, c'était insupportable. Je suis un enfant battu. Le petit Emmanuel est un enfant battu. Et le jour où j'ai intégré cette vérité intérieure, alors j'ai senti qu'il m'incombait une grande responsabilité de soin, de douceur vis-à-vis de moi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de communiquer avec lui et d'apprendre petit à petit à réécrire cette histoire, que cet enfant battu sente que c'était fini et que moi maintenant j'étais là pour le protéger et qu'il ne lui arriverait plus aucun mal. C'est ce que j'ai fait au fur et à mesure du travail sur moi-même. Alors, à chaque fois que nous n'avons pas été respectés en tant que personne humaine, vivante, dans notre intégrité physique, émotionnelle et spirituelle, nous avons vécu cela comme une profonde trahison. La trahison est la 5e blessure maîtresse pour nous. Et cette trahison va générer en nous des croyances mystifiée, une croyance erronée. Et cette croyance est particulièrement douloureuse parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais cette croyance, on pourrait la résumer par « ma vie ne m'appartient pas vraiment ». Lorsque nous avons été violentés enfants, et c'est un scoop, nous l'avons tous été plus ou moins. Oh, pas forcément physiquement, mais parce que tout simplement des fois nous n'avons pas été mis dans un rôle qui nous convenait. Nous n'avons pas été suffisamment considérés comme enfants. À chaque fois que nous avons été violentés, nous perdons une partie de notre légitimité en tant que personne. Et nous perdons une partie de l'énergie vitale et créative qui devrait être à notre service. Et donc, c'est comme ça que beaucoup de gens entrent au service des autres. Ils se sacrifient pour les autres. Leur vie ne leur appartient pas. Mais ça, c'est très mauvais signe. C'est toujours le signe d'une violence. Encore un scoop! Ah, vous avez eu raison de venir, hein. Vous avez de la chance, hein. C'est quoi votre prénom? Leslie. Leslie Anne. C'est un scoop? Elle dit c'est chaud. Dans mon corps, non seulement l'enfant en moi m'est apparu, mais dans mon corps, ensuite, j'ai connecté ce vécu. Cette vérité intérieure de notre enfant vit dans notre corps. Tu as un corps. Tu sais que tu as un corps. D'accord. Oui, non, super. Non, parce que plein de gens ne savent pas qu'ils ont un corps, si tu veux. Déjà, c'est un travail en tant que tel. Savoir écouter notre corps. On n'écoute pas du tout notre corps. On n'écoute pas nos émotions, on n'écoute pas nos sensations. Pourquoi est-ce que j'accompagne beaucoup d'enfants abusés, par exemple? Parce que c'est un travail monumental, ou violenté, parce que c'est un travail monumental de passer des sensations qui sont pour la plupart réprimées à leur vérité intérieure. Ça nécessite un accompagnement parfois de plusieurs mois, voire parfois de plusieurs années, pour considérer que notre corps est en train de nous hurler quelque chose que nous ne voulons pas entendre. Si tu as un corps, tu peux apprendre à l'écouter. Dans ton corps, pas dans ta tête. Tu vois? Tu aimes bien aller dans ta tête, toi. Oui, oui, je sais. Tu es déjà venu à une conférence, je t'ai repéré. Mais c'est bien, tu reviens. J'aimerais maintenant vous parler d'une petite chose, c'est comment nourrir ce lien à soi.
Et je vais vous proposer une petite visualisation parce qu'en fait, cela a des conséquences relationnelles très importantes. Comme j'accompagne des familles, il m'est arrivé un jour d'accompagner une femme et sa fille. Yasmine a une fille de 17 ans. J'ai besoin d'une personne qui va représenter la mère, Yasmine, et puis sa fille, Natacha. Allez-y. Vous êtes déjà une fan maintenant. Exactement, c'est ce que j'allais vous proposer, Natacha. Donc vous êtes la fille. Et puis j'ai besoin de sa mère. Ah bah oui. C'est super. Yasmine. Vous allez vous mettre à distance, l'une de l'autre. Vous allez reculer, voilà. Alors quand Yasmine vient me voir avec Natacha, elle est très très angoissée. Et elle est très mal. Pourquoi ? Yasmine vient de faire une tentative de suicide. Extrêmement grave. Elle ne doit sa survie qu'à un concours de circonstances. Sa mère, son père et son petit frère étaient partis. Ils n'auraient pas dû rentrer à la maison. Un concours fait de circonstances font qu'ils rentrent plus tôt à la maison. Ils découvrent leur fille inconsciente, déjà dans le coma. Ils ont réussi à la sauver in extremis. Elle avait pris un cocktail de médicaments fatal. Lorsque cette mère vient avec sa fille, elle est très angoissée à l'idée que ça se répète. Et dans un premier temps, pour les accompagner, je leur demande ce qu'elles attendent de moi, quelle est leur demande. J'ai besoin de 2 personnes pour représenter les demandes de Natacha et de Yasmine. Allez-y. Ça fait pas mal, hein, c'est juste de la visualisation. Alors vous allez vous mettre devant Yasmine. Oui, Yasmine, vous êtes cachée, c'est normal. Ah pardon, Natacha. J'ai un problème avec les prénoms. Suivez, vous suivez, hein. Et voici la demande de... Yasmine. Ça, je prends pas de risque, je vous le fais dire. Alors, la demande de la mère... D'abord, non, commençons par la demande de Natacha. La demande de Natacha est très simple. Elle dit à sa mère, « J'aimerais que ma mère comprenne que je veux mourir. Je veux me retrouver allongée dans un cercueil. J'en aurais terminé avec toute cette merde. Est-ce que vous pouvez lui faire comprendre ?» Merci Natacha, je vais essayer. Et la mère me dit, je veux qu'elle ait son bac. Hein, et qu'elle réussisse dans sa vie. Donc, leurs demandes sont opposées. Seulement, la façon dont Yasmine parle de sa tentative de suicide m'interpelle fortement. Et quand je lui demande ce qui s'est passé, elle me dit, vous n'allez pas faire comme les autres psys, hein, qui m'ont dit que c'était très très grave, que j'ai failli mourir, mais je veux mourir. Évidemment que je sais que c'était grave. Je continue à la faire parler. Et elle me dit une chose, discrètement mais très importante. Elle me dit, de toute façon, il ne faut pas faire tout un fromage pour cette histoire. J'ai fait comme ma mère. Pardon ? Je me tourne alors vers Yasmine et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Yasmine dit, oui, bon, j'ai fait une tentative de suicide à 17 ans. Ah, très intéressant. Mais ça n'était pas grave. En fait, c'était une forme d'appel au secours. J'ai pris des trucs, mais ça n'avait aucune gravité, ce qui était vrai. Mais ce qui m'interpelle, en fait, c'est qu'en écoutant ça, j'ai le sentiment que Natacha veut se rapprocher de sa mère. Elle veut lui ressembler. Ça n'est qu'une théorie à ce moment-là, mais j'essaye de creuser un peu plus loin. Et donc, je demande à chacune de la mère et de la fille, je leur demande alors, eh bien, de me présenter leur attente implicite, de découvrir, d'éclairer ensemble leurs attentes implicites. J'ai besoin de 2 personnes qui vont faire leurs attentes implicites, surtout pas vous. D'accord. Voici l'attente implicite de Yasmine, et voici l'attente implicite, vous avez été désigné, tac, de Natacha. Et en fait, en discutant avec Natacha et Yasmine, Natacha finit par dévoiler qu'elle veut être aimée par sa mère. Elle ne sent pas l'amour de sa mère. Et lorsque je m'adresse alors à Natacha, qui est en pleurs quand elle entend ça, eh bien, Yasmine me dit, j'aimerais tant que ma fille m'aime. Elles se retrouvent à ce même endroit où l'une et l'autre veulent ressentir de l'amour qu'elles ne ressentent pas. Alors je m'interroge et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elles ne ressentent pas cet amour ? Et en explorant leur histoire, eh bien Natacha va dévoiler que Yasmine va dévoiler que lorsqu'elle a eu Natacha, lorsqu'elle était bébé, elle n'a pas ressenti d'amour pour ce bébé.
Pourquoi? Parce que son histoire d'enfance était trop traumatique. Lorsque Yasmine était enfant, elle a été abusée par son frère. Et lorsqu'elle est allée le dire à sa mère lui a mis une gifle et lui a dit « Tu n'en parleras pas, tu l'as bien cherché ». Ce traumatisme l'a fondamentalement blessée. Et lorsqu'elle a eu une petite fille comme premier enfant, tout ce passé traumatique s'est réveillé. Et elle voulait protéger à tout prix sa fille. Mais en même temps, en réalité, elle était bloquée par tout ce trauma qui n'était pas digéré en elle. Elle n'arrivait pas à éprouver de l'amour pour un enfant dont elle avait déjà le sentiment qu'il allait être sacrifié. Et lorsque j'ai demandé à Natacha ce qui se passait, elle m'a dit « Mais ma mère ne me voit pas. J'ai toujours le sentiment qu'elle parle d'elle, qu'elle veut me donner des choses qui parlent d'elle. Mais moi, Natacha, je n'existe pas à ses yeux. » Alors, je leur ai proposé d'aller rencontrer leur enfant intérieur. J'ai besoin donc de 2 personnes pour incarner l'enfant intérieur de Natacha et un de Yasmine. Vous allez faire l'enfant intérieur de la mère, Yasmine, et Yasmine s'est retournée vers son enfant intérieur. Et elle a commencé à apprendre à prendre soin de cette petite, à légitimer sa souffrance, à légitimer le fait que ce qu'elle avait vécu n'était pas normal. Et puis, Natacha, je lui ai fait rencontrer son enfant intérieur aussi. C'était un travail qui n'a pas duré très longtemps, parce que le but des thérapies familiales systémiques, c'est surtout pour éclairer, et c'est ce que je voulais dire, que vous voyez, nous vivons souvent des systèmes relationnels qui sont des systèmes figés. Ils sont figés parce qu'ils amplifient des problématiques non résolues au niveau de nos enfants intérieurs. Et donc, ils nous empêchent d'être réellement en contact l'un avec l'autre. Lorsque je les ai quittés, quelques semaines plus tard, au bout de quelques séances, elles m'ont appelé toutes les 2 et m'ont dit qu'elles avaient pris une décision. Elles s'offraient une fois par semaine une demi-journée ensemble, juste pour partager, faire du shopping, aller au cinéma, etc. Un lien s'était renoué. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Natacha a eu son bac et elle envisage enfin l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. On peut les applaudir. Alors j'aimerais conclure cette conférence sur une préoccupation. C'est une préoccupation que j'ai conscientisée il y a peut-être une dizaine d'années, mais elle vivait en moi sans que je sois capable évidemment forcément de pouvoir la formuler. Je n'ai réussi à la formuler qu'à l'occasion d'un ouvrage sur les peurs que nous écrivions. Donc c'est très récent, c'était en 2014. Pourtant cette préoccupation était centrale en moi. Et j'ai pu réussir à la formuler. Et cette préoccupation est la suivante. Quelle personne sommes-nous si nous ne sommes pas capables d'empathie, de bienveillance et d'amour pour ce qu'il y a de plus petit et de plus fragile en nous? Je vous pose cette question. Alors, puissiez-vous prendre grand soin de votre enfant intérieur. Puissiez-vous sentir que l'enfant qui est en vous est votre trésor. Il est toujours vivant. Il vous appelle. C'est pour moi un enjeu aujourd'hui qui n'est pas qu'un enjeu individuel, c'est un enjeu systémique, familial, sociétal et collectif. Pour moi, c'est ce que j'incarne dans ma vie avec mon épouse Marie-France. Pour moi, il y a là une clé de notre devenir, une urgence pour notre devenir. Si nous apprenons enfin à prendre soin de cet enfant intérieur, nous allons pouvoir révolutionner notre vie personnelle. Nous allons pouvoir commencer à révolutionner les relations avec nos proches. Et ainsi, petit à petit, j'ai la grande espérance que cela joue en la faveur d'un meilleur avenir pour chacun d'entre nous et surtout pour tous les enfants intérieurs du monde et tous les enfants extérieurs du monde. Merci pour votre écoute. Si vous voulez poser des questions, on a le droit de poser des questions aussi. Vous pouvez venir sur notre stand L3, mais il y a aussi notre oracle avec lequel vous pouvez faire des expériences de connexion avec votre enfant intérieur et puis découvrir nos ouvrages et surtout nos stages.
Il n'y a rien de mieux que l'expérience en stage, en groupe, pour vivre cette expérience. Merci encore. Ça se passe comment